faut savoir qu'en Iran, donc ce que je mets en avant dans le rapport, c'est qu'il y a toute une économie parallèle en fait qui s'est créée en différentes monnaies, puisque la monnaie du pays euh, ne vaut rien, ou en tout cas perd beaucoup de sa valeur. Il y a beaucoup d'échanges de monnaies étrangères, et notamment du dollar, et notamment de l'USDT, puisqu'il constitue tout simplement un accès simple, simplement avec une connexion Internet, à un dollar synthétique qui peut s'échanger très rapidement. Parce que justement il y a cette méfiance, et beaucoup pensaient que je pouvais être potentiellement un membre du gouvernement qui en fait est juste à la recherche d'informations. Mais parmi les quelques personnes qui se sont quand même intéressées à ce que je disais et aux liens que j'envoyais, parce que j'envoyais des liens d'autres articles que j'avais fait déjà sur Bitcoin en français, etc., ont vu que je n'étais pas forcément mal intentionné. En tout cas, on a entamé une discussion avec moi, où on a beaucoup discuté, j'expliquais mes intentions, où est-ce que je voulais publier, et puis je leur envoyais des choses que j'avais déjà faites avant ça, pour qu'ils me fassent confiance que non, je ne suis pas un membre du gouvernement qui veut leaker des informations. Dans le tas, il y a certaines personnes qui sont, par exemple, qui travaillent avec des personnes à l'étranger, par exemple, qui font du code ou du développement de sites internet ou d'autres, qui donc se font payer à distance par des gens qui vivent en dehors de l'Iran, en crypto en général. Et il y a différents services qui sont accessibles que par des paiements en crypto-monnaie, comme les VPN, certains Mhm. services de musique où ils achètent des cartes prépayées et ensuite ils peuvent payer un abonnement, par exemple Spotify ou autre, euh, auquel ils ne pourraient pas avoir accès s'ils n'utilisaient pas de crypto-monnaie. Sachant qu'il me semble que dans l'article, j'indiquais que Spotify est limité, voire interdit aussi. C'est ça. Oui, oui. Voilà. Il y a À de ce moment, nombreux réseaux sociaux aussi, par exemple c'est Instagram qui est assez libre. En fait, tout ce qui est l'écosystème Facebook est aussi interdit interdit. et inutilisable. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet 21. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Marius Farachi, qui est cofondateur de Offchain Media, un média dont l'objectif est de contribuer à la démocratisation et à faire circuler la bonne information sur Bitcoin et ses différents outils. Et j'ai découvert Marius via un dossier qu'il a fait justement sur Offchain Media qui s'intitulait La révolution Bitcoin en Iran. Donc, je tenais à l'inviter aujourd'hui pour en discuter. Marius est également journaliste indépendant pour Cryptost, qui est un média spécialisé dans les cryptos. Bonjour Marius. Bonjour Elodie, écoute, merci beaucoup de me recevoir, je suis très content d'être là. Ouais, moi aussi, je suis très contente que tu aies répondu à mon invitation. Comme je disais en préambule, je t'ai découvert via le dossier que tu as fait sur l'adoption de Bitcoin en Iran. Donc, je voulais discuter avec toi notamment sur les difficultés à récolter des données fiables en fait dans des pays tels que l'Iran. Donc, on va aborder tout ça. Mais avant de démarrer, j'ai une tradition dans l'émission, c'est de donner la parole à l'invité pour qu'il nous raconte qui il est et surtout qu'il nous dise comment il rentre en contact avec cet objet curieux qu'est Bitcoin. Écoute, tu m'as très bien présenté, donc je j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter pour expliquer qui je suis. Ce que je rajouterais, c'est évidemment Bitcoiner. Comment j'ai rencontré Bitcoin, c'est pas très palpitant. Disons que j'avais commencé à m'intéresser au trading de matières, comment dire, oui, de matières premières, mais surtout de monnaie, donc du marché du forex, donc les monnaies fiduciaires tout simplement, avec les taux de change, euro dollar, euro CHF, etc. Et en m'intéressant à ça, donc en analysant les fondamentaux de chaque monnaie, j'ai évidemment compris comment les banques centrales fonctionnaient, quels étaient leurs outils et qu'est-ce que leur politique monétaire pouvait avoir comme impact sur l'économie. Par là, en discutant avec un ami, on m'a parlé de Bitcoin ou des crypto-monnaies en général, qui étaient en gros un marché où on pouvait faire la même chose, où c'était des monnaies, mais on pouvait les trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause le week-end. Et donc d'abord, c'est ça qui m'a assez étonné, qui m'a intéressé, c'est la possibilité de voilà, prendre des trades à levier, même le week-end, qui était le moment où j'avais le plus de temps libre. Et puis par là, en m'intéressant aussi, en analysant les fondamentaux de ces crypto-monnaies-là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce marché et aussi à Bitcoin.
Donc j'étais un peu ce qu'on peut appeler un shitcoiner à l'époque, en tout cas au tout début. Mais c'est pendant vraiment le bear market 2021-2022 où je me suis dit que j'allais approfondir en reprenant toutes les bases de toutes les crypto-monnaies, en commençant donc par Bitcoin, que je me suis rendu compte que Bitcoin était grandement supérieur, et c'est comme ça que je me suis un peu maximalisé, on va dire. Depuis, depuis j'en parle, et je me focalise vraiment sur Bitcoin parce que même si l'extérieur, on peut se dire que Bitcoin est assez lent et pas très intéressant. En réalité, il se passe beaucoup de choses. Euh, donc voilà, je dédie mon temps et mon travail depuis plus de 2 ans maintenant sur Bitcoin. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté en te découvrant, que vraiment tu mettais Bitcoin en avant. Et je suis d'accord avec toi sur le point que souvent on a l'impression que Bitcoin est lent et qu'il se passe pas grand-chose et que c'est un protocole qui est assez ossifié. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui se construisent sur Bitcoin, dont l'une que moi j'apprécie énormément, qui est le réseau Lightning. Exactement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est quand tu approfondis, tu vois qu'aussi Lightning a des limitations, etc. Et que ça ne suffit pas pour pouvoir amener Bitcoin à tout le monde. Et donc, tu creuses encore plus quelles solutions peuvent être complémentaires ou quelles solutions peuvent être plus abordables. Et puis là, il y a tout un champ des possibles s'ouvre. Et voilà, c'est le rabbit hole de Bitcoin. Exactement, exactement. Donc, comme je disais au début, moi, je t'ai découvert via ce dossier que tu as fait, que j'ai trouvé très très intéressant, que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, qui s'intitule La révolution Bitcoin en Iran. Donc, avant de rentrer sur, on va dire les aspects plus concrets de l'adoption de Bitcoin en Iran, et puis en plus le sujet est d'actualité aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un peu les grandes lignes de l'histoire moderne de l'Iran qui amène un peu à la situation qu'on a aujourd'hui. Oui, alors avant les années 80, en fait, l'Iran était dirigé par une royauté, notamment ce qu'on appelle le Shah. Voilà, pour la royauté spécifique d'Iran, c'est pas juste le roi, c'est le Shah, qui était donc au pouvoir je crois que c'était son père qui avait mis en place cette dynastie, qui était le premier de sa dynastie, et qui aujourd'hui est beaucoup décrit comme étant pas forcément un dictateur, mais en tout cas un roi qui était assez loin de sa population et qui n'était pas très à l'écoute et répondant des besoins de sa population, où il y avait beaucoup de pauvreté et une très grosse différence de richesse entre certains quartiers de la capitale et les campagnes, qui étaient très pauvres. Et pour plein d'autres raisons, aussi parce que c'était dans un contexte de guerre froide, qu'il y avait beaucoup d'influence des soviétiques, beaucoup d'influence aussi de l'Europe de l'Ouest, fait que on arrive à un moment où la population tente une révolution, tente de renverser le pouvoir pour pouvoir mettre en place potentiellement quelque chose de plus démocratique, euh, ou en tout cas, voilà, il y avait plusieurs camps qui s'affrontaient, mais en tout cas mettre fin à un régime euh, pas forcément autoritaire, mais un régime centralisé comme l'était la royauté d'Iran à ce moment-là. Et donc une révolution a lieu, et malheureusement la personne qui arrive et qui incarne le pouvoir, ou en tout cas qui incarne la figure du soulèvement et de la révolution, est un homme politique voilà, qui s'appelle Khamenei, qui est comment dire, qui aujourd'hui on le connaît plus sous la casquette de dictateur islamiste, mais qui était aussi très soutenu par différentes puissances occidentales qui voyaient en l'instauration de Khamenei au pouvoir d'Iran comme étant voilà, mettre en place un nouvel allié. Mais ce qu'il a fait en réalité, c'est plus une sorte de coup d'État où il a en effet pris le pouvoir qui devait être temporaire. Il a en fait pris à temps plein, enfin à temps plein, je sais pas si on peut dire comme ça, mais il a pris pleinement en tirant parti des différents soutiens qu'il a dans le pays, notamment toute une minorité en réalité de 10 à 20% de la population qui est musulmane. Donc il a tiré parti de ça et de l'adoration qu'il avait créée autour de son personnage pour pouvoir prendre le pouvoir et mettre en place sa dictature qui aujourd'hui donc cause
la mort de centaines de personnes en Iran, et qui, pour les années en tout cas les plus calmes, si on peut dire, et pour les années où il y a différentes manifestations qui se déclenchent, on atteint à beaucoup plus de morts. Là, par exemple, récemment, on parle de plusieurs milliers de morts selon les différentes sources. Il y a aussi une grosse répression de l'information, d'Internet, des médias, de la politique. Parce qu'il faut savoir que oui, il y a un président en Iran, mais les candidats à la présidentielle sont choisis par le guide suprême, donc donc ce Khomeini qui est décédé, mais qui a eu un successeur. Mhm. Et donc il y a un peu similaire à ce qu'on avait à l'URSS où il y avait le gouvernement et puis il y avait le, tout le système de royauté, enfin de tsar. Je suis pas expert Ouais. de l'URSS, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais on avait ce parallèle entre les deux. Et donc là, on l'a encore, on a la République d'Iran qui est complètement gérée par ce gouvernement parallèle qui est le gouvernement islamiste Ok. du régime en place. Donc, si j'ai bien compris, il y a un organe qui est plus religieux et qui va influencer en fait la vie politique à travers le choix justement des instances dirigeantes. Oui, c'est ça. Donc toutes les lois qui sont votées doivent être plus ou moins approuvées par cette instance religieuse en amont. Et quoi qu'il arrive, tous les hommes politiques qui peuvent se présenter ou qui ont un pouvoir sont approuvés au préalable par ce gouvernement religieux. Moi, j'ai souvenir, je sais plus en quelle année c'était, il y avait un soulèvement qui faisait suite au fait que la police des mœurs, ou je sais plus très bien le nom, avait arrêté une jeune femme qui était morte pendant son incarcération, et ça avait généré pas mal de révoltes et de mouvements sur place à l'époque. Ouais. Oui, c'était en 2022, donc juste après le Covid. En effet, une jeune femme, je crois qu'elle avait 22 ans aussi à l'époque des faits, qui portait, selon les policiers, mal le voile, ou alors même qui le portait pas selon les sources. Je sais plus exactement ce qu'ils prétendent. Et donc qui a été arrêtée et probablement battue pendant son arrestation, et qui est morte euh, suite à ces coups-là. Et ça avait déclenché en effet d'importantes manifestations, et beaucoup pensaient que ça allait mettre fin au régime à ce moment-là, parce qu'il y avait eu voilà, d'importantes manifestations tout autour enfin, dans le pays en Mm. général, dans plusieurs villes, et beaucoup pensaient que ça allait mettre un coup au régime et que ça allait lui mettre fin. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, malgré les quelques milliers de personnes arrêtées, exécutées. Et la différence en fait avec ce qu'on a en ce moment, c'est que l'origine est, comment dire, reprend un peu les mêmes raisons que celles qui ont poussé aux manifestations de 2022, c'est-à-dire cette défiance vis-à-vis des règles et des lois musulmanes qui sont mises en place et qui sont imposées, mais aussi en raison de tout l'impact économique et de la mauvaise gestion économique du pays, de l'Iran, notamment la monnaie qui s'effondre, qui est, selon les bourses d'échange, affiche 0 $, c'est-à-dire que vraiment n'a aucune valeur. Euh, et, euh, et donc le fait que aujourd'hui les manifestations qui ont commencé en décembre aient été d'abord insufflées, ou en tout cas où l'étincelle est venue d'abord de commerçants du fameux bazar de Téhéran, et qui s'est ensuite propagé à pas mal de commerçants et ensuite a touché les autres parties de la population qui, elles, étaient déjà touchées depuis de nombreuses années, comme les opposants politiques, les jeunes dans les universités, les femmes qui se battent pour leurs droits, etc. Bah, tous, en fait, se sont réunis pour se voir, pour manifester. Là où en 2022, il n'y avait pas vraiment eu ça, c'est resté assez local sur la jeunesse et sur les femmes. Et là, c'est vraiment tout le monde qui se révolte, même une partie de la population qui est musulmane, et même une partie de la population qui est plutôt favorable ou neutre, en tout cas vis-à-vis du pouvoir en place. Donc c'est pour ça que la situation actuelle est vraiment différente, et que selon moi, on arrive vraiment à la fin du régime. Maintenant, ça dépend, la fin, ça peut prendre plusieurs mois, potentiellement plusieurs années, avant qu'on ait une vraie fin et un soulèvement complet avec un changement de régime euh, pur. Mais pour moi, on est clairement à la fin.
En tout cas, du coup, là, donc, ce qu'on comprend, c'est que la situation de l'époque, donc 2022, est différente de celle-ci. Est-ce que tous les jeux de pouvoir qui commencent à avoir lieu aux États-Unis n'ont pas une influence sur ce qui se passe? Parce que tout à l'heure, tu disais que bah, le nouveau régime, il est quand même arrivé là parce qu'il a eu des alliés occidentaux. On voit qu'aujourd'hui, Donald Trump a l'air de dire j'ai plus d'alliés, je fais un peu ce qui me semble bon pour mon pays, bah, jusqu'à aller bah, directement récupérer un président et l'emmener chez lui. Est-ce que, on va dire, tous ces nouveaux jeux politiques qui sont en marche ne donnent pas justement un peu d'espoir aux gens là-bas de se dire bah là, c'est peut-être le bon moment en fait de pousser un peu pour avoir un changement. Ouais, clairement. Déjà, il faut savoir que les États-Unis est le pays où il y a la plus grosse diaspora d'Iraniens. Je crois qu'on parle d'environ 1 million de personnes, 1 million d'Iraniens qui vivent maintenant aux États-Unis, donc ce qui représente quand même une part assez conséquente de la population des États-Unis. Et donc, l'Iran a toujours, et les Iraniens ont toujours été très influencés par la politique et par comment dire, le soft power des États-Unis. Ça a toujours été le cas et je pense que ça le sera encore pendant longtemps. Mais actuellement, c'est vrai que vu que les manifestations ont commencé en décembre et qu'il y a eu en effet l'enlèvement de Maduro le 3 janvier, si je me trompe pas, Mhm. et ben en fait, ça a donné une sorte d'élan d'espoir aux Iraniens à se dire que bah en fait peut-être que vu que au Venezuela se jouait et se joue encore un comment dire un match géopolitique entre deux blocs, entre notamment là aussi la Chine et de l'autre côté les États-Unis, et que en Iran il se passe plus ou moins la même chose. Et je rajouterais aussi Israël du côté des États-Unis, parce que c'est Mhm. ce qu'on voit en fait en Iran, où c'est vraiment Israël, États-Unis d'un côté et Chine, Russie de l'autre côté. Tout à fait. Et donc, puisqu'il y a le même parallèle qui se fait entre la situation vénézuélienne et la situation iranienne, beaucoup d'Iraniens se sont dit que peut-être quelque chose de similaire allait arriver, et beaucoup d'appels ont été faits de la part de la diaspora, de la part d'hommes, personnalités politiques, pas forcément iraniennes, mais de différentes personnalités politiques, ou même certains influenceurs sur les réseaux sociaux, qui ont interpellé Donald Trump et qui lui ont demandé au moins de dire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose. Et en effet, il a répondu à ça en disant qu'il allait aider la population iranienne, potentiellement en bombardant le pays je, voilà, il a donné plein de prémices de ce qu'il pouvait faire, et au Mm. final rien n'a été fait aujourd'hui, donc il y a eu pas mal de déceptions par rapport à ça, même si certains disent que c'est parce qu'en fait ils sont en train de travailler sur potentiellement une attaque éclair comme ce qui a eu lieu au Venezuela. Euh, donc, euh, donc clairement, oui, il y a une forte influence des États-Unis. Mais justement, est-ce que, parce que au final, ça pourrait être une opportunité pour les États-Unis qui a toujours eu l'œil sur le programme nucléaire iranien. Et est-ce que, bon, peut-être que l'attaque est rendue plus difficile justement à cause de ce programme nucléaire dont bah, souvent on a l'impression qu'ils ont des infos, des fois non. Donc bon, ça peut être un peu compliqué. Mais pour les États-Unis, ce serait, on va dire, l'opportunité de s'engouffrer dans la brèche pour justement mettre fin à ce programme sur lequel ils ont manifesté leur désaccord depuis plusieurs années, quoi. Ouais, je suis même pas sûr que le programme nucléaire soit le plus important. En tout cas, le sujet, soit le gros sujet là, je pense que c'est vraiment sur la situation de l'Iran. Le gros sujet, c'est vraiment déjà la position géographique où l'Iran se situe. C'est vraiment un carrefour hein, entre l'Arabie Saoudite, la péninsule arabique, l'Asie et l'Europe. Il y a aussi beaucoup de réserves naturelles, donc forcément euh, c'est convoité par les États-Unis. Et l'arme nucléaire n'a pas vraiment été approuvée. En tout cas, il n'y a pas d'évidence qui pourrait justifier une attaque, ou en tout cas, enfin, qui pourrait justifier ou prouver qu'il y a une arme nucléaire en Iran. Maintenant, les alliés de l'Iran en ont, enfin, ont l'arme nucléaire. Donc oui, ça peut être une des raisons, mais je pense pas que ce soit la principale. Le plus important, c'est vraiment, je pense, l'influence américaine
et israélienne au Moyen-Orient et mettre fin au régime des mollahs en Iran, ça permettrait de rebattre les cartes un peu dans cette région et de mettre un coup à tous les gouvernements qui eux aussi sont musulmans et qui sont plus ou moins liés à l'Iran, en tout cas qui se rapprochent de l'Iran, qui sont autour et donc qui permettraient de renforcer le pouvoir des États-Unis dans cette région, sachant que la Chine et la Russie s'y sont quand même beaucoup installés depuis les années 80, voire même avant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, donc oui, je pense que c'est un peu une extension de la guerre froide qui a lieu en ce moment. Ouais, qui continue, qui se manifeste aussi. Enfin, on va pas l'aborder en détail ici, mais avec le Groenland aussi, c'est vraiment des positions Exactement. stratégiques pour s'assurer que, en cas de conflit généralisé, l'armée américaine est bien positionnée à des endroits stratégiques sur la planète pour se déployer. Bah, justement, en parlant des États-Unis, tout à l'heure, tu as évoqué en fait, c'est le rial, ça, ouais, le rial qui perd de sa valeur. Est-ce que cette situation-là, elle est due uniquement à la, on va dire à des problématiques internes de gestion, ou alors c'est aussi parce que l'Iran a été soumis à pas mal de sanctions internationales. Est-ce que ces sanctions internationales n'ont pas exacerbé la situation du pays et puis conduire à cette situation qu'on voit d'hyperinflation sur la monnaie? Oui, bien sûr, c'est un peu des deux, hein. C'est même les deux en même temps, je pense plus ou moins à part égale, parce que forcément même un pays qui est autoritaire, qui peut commercer avec ses pays voisins ou des pays autour du monde, devrait pouvoir quand même s'en sortir économiquement, mais quand on enlève l'un ou l'autre, forcément ça impacte grandement l'économie, sachant que en Iran il y avait une grosse économie autour de l'automobile. C'est notamment Peugeot produisait beaucoup de voitures en Iran justement avant la révolution. Aussi avec toutes les ventes de pétrole et de gaz, etc., qui sont bloquées et qui permettent pas à l'Iran de produire beaucoup de richesses, qui forcément impactent l'économie. Les deux forcément sont liés, euh, et oui, voilà, les deux vont ensemble. Je pense pas qu'ils soient dissociables l'un de l'autre. Ouais. Et du coup, justement, pour en revenir au sujet du dossier sur Bitcoin et les crypto-monnaies de façon plus générale, avant même d'arriver sur le dossier que tu avais écrit en 2024 déjà, donc on a vu dans la presse pas mal d'informations sur le fait que en Iran, les crypto-monnaies, notamment l'USDT, auraient été utilisées pour de la vente d'armes. Est-ce que toi, par rapport au travail que tu avais fait au préalable, tu penses que c'est quelque chose de plausible ou il y a des éléments qui te font croire que c'est quelque chose d'avéré? Bah, c'est assez difficile, on n'a pas vraiment de preuves qui permettent de l'affirmer. Maintenant, je pense que oui, c'est possible. C'est possible. Hein. Il faut savoir qu'en Iran, donc ce que je mets en avant dans le rapport, c'est qu'il y a toute une économie parallèle en fait qui s'est créée en différentes monnaies, puisque la monnaie du pays euh, ne vaut rien, ou en tout cas perd beaucoup de sa valeur. Il y a beaucoup d'échanges de monnaies étrangères, et notamment du dollar, et notamment de l'USDT, puisqu'il constitue tout simplement un accès simple, simplement avec une connexion Internet, à un dollar synthétique qui peut s'échanger très rapidement. Donc, est-ce que le gouvernement peut détenir des stablecoins? Je crois qu'on parle de 500 millions récemment. Bah oui, c'est clairement possible. Ça m'étonnerait. En tout cas, ça me paraît très stupide pour eux de ne pas l'utiliser. On le voit aussi entre la Russie et certains pays, et la Chine et la Russie et le Salvador. Certaines transactions ont été voilà, faites en Bitcoin et ça a été approuvé par le ministre. Enfin, ça a été révélé par le ministre de l'économie russe il y a quelques mois maintenant. Je crois que c'est l'année dernière Tout à fait. que ça a été bel et bien été utilisé. Donc, je vois pas pourquoi l'Iran le ferait différent. Tout à fait. Surtout s'ils commercent avec la Chine ou la Russie justement. Après, qui me semble étonnant, mais tu pourras peut-être m'éclairer là-dessus, c'est pourquoi l'utilisation de l'USDT, qui au final est du dollar, plutôt que de Bitcoin, qui justement pour le coup est neutre. Bah, je pense que
avant tout idéologique, parce que dans la tête de tout le monde, l'USDT c'est du dollar et le dollar est une monnaie encore forte. Et le Bitcoin est encore quelque chose qui est assez peu connu, en tout cas mal connu. Et donc les gens n'ont pas forcément confiance dans Bitcoin par manque d'éducation, par manque de juste d'information. Alors que le dollar a encore cette image de, voilà, de réserve de valeur monétaire, etc. Et puis surtout qu'avant les embargos, c'était du dollar aussi qu'ils utilisaient. Donc passer du dollar à de l'USDT, qui au final est une forme de dollar synthétique, qui est plus difficilement traçable et donc plus difficilement bloquable, euh, et un peu comment dire, l'outil de remplacement par défaut. Pourtant, en fait, quand on creuse bien la question, les mécanismes en fait de fonctionnement de l'USDT en font un outil qui est facilement bloquable, du coup, traçable. Je sais pas, mais bloquable, censurable, beaucoup plus que Bitcoin en tout cas. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est facilement bloquable. Il suffit, voilà, on a eu les cas d'enlèvement avec des rançons qui ont été faites en USDT où il suffisait d'un appel à Tether pour qu'il gèle les fonds. Mais encore faut-il savoir lesquels sont impliqués dans ces affaires-là. Donc, C'est vrai. comme il y a une difficulté de traçabilité qui est pas impossible, hein. Par exemple, sur Ethereum, tout est traçable, tout est, enfin, on peut tout voir, on peut tout surveiller. Donc, il n'y a pas de, comment dire, y a pas de vie privée, en fait, il y a pas de Mhm. confidentialité Il n'y a dessus, pas de donc on privacy, peut hein. tout voir, mais on a des outils qui permettent de, voilà, d'éviter un petit peu, et puis si les fonds bougent assez constamment, assez souvent, c'est encore plus difficile de pouvoir déterminer que ceux-ci, en effet, ont eu lieu dans le cas de transfert entre la Russie et la Chine, ou la Russie et l'Iran, et donc de pouvoir déterminer lesquels faut bloquer. Ça reste assez complexe. Il faudrait avoir plus d'informations, et j'imagine qu'ils se sont fait bloquer des fonds régulièrement. En tout cas, Tether gèle plusieurs milliards de dollars chaque année. Tout à fait. C'est sûr qu'ils n'ont pas pu passer à travers les mailles du filet tout le temps et qu'il y a certaines fois, Oui. ils ont dû se faire geler les fonds. Euh, on va parler d'Internet. Donc souvent on entend dans la communauté Bitcoin que enfin, si Internet est coupé, ça sera le dernier souci des gens de savoir comment utiliser Bitcoin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation de l'Iran, le fait de pouvoir utiliser ces Bitcoins, ça reste quand même un sujet primordial étant donné l'état de la monnaie. Donc la coupure d'Internet va de pair avec une inquiétude sur ces Bitcoins du coup. Ouais, en fait, il faut déjà déterminer quelle coupure d'internet, parce qu'il y a la coupure d'internet du type blackout où c'est pas prévu, où ça arrive d'un coup. Oui, Là, en effet, ça impacterait tout. Et donc, Bitcoin, en effet, serait le dernier des problèmes. tout à fait. Par contre, si c'est une coupure d'internet choisie, comme on a justement en Iran, qui concerne globalement que la population, ça va pas forcément impacter tout le système financier. Et quoi qu'il arrive, le système financier iranien est assez petit, ou en tout cas assez centralisé, donc il y a assez peu d'impact. Euh, une coupure d'internet, même de ces institutions-là, a assez peu d'impact. Euh, mais comment dire, oui, c'est un des gros problèmes qui, comment dire, ne permet pas de geler les fonds, enfin ne permet pas aux gens d'être censurés, d'être saisis. Les bitcoins restent sur Bitcoin. À partir du moment où il y a toujours quelqu'un autour du monde pour faire tourner un nœud, le réseau reste en vie et les BTC restent là où ils sont. Par contre, euh, ça crée quand même un gel des fonds indirect, pas ciblé, mais à l'échelle du pays entier. Donc, en gros, en coupant Internet, on bloque tout le pays d'Internet et d'une possibilité d'utiliser Bitcoin. Donc, on les censure pas, on va pas leur voler leurs fonds ou quoi, mais ils ne peuvent plus l'utiliser, donc ils ne peuvent plus constituer ce contre-pouvoir. Tout à fait. Donc moi ça me ramène sur l'étude que tu as faite que j'imagine elle est pas très vieille donc quelques chiffres sont d'actualité. Donc ce qui en ressort du travail que tu as effectué c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui utilisent Bitcoin sans forcément le dire ou l'afficher de façon publique parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, ça reste une alternative intéressante à l'hyperinflation mais surtout ça permet de ne pas être visible du système autoritaire qui est en place. Donc, est-ce que selon toi, cette coupure d'internet,
c'est aussi pour permettre à toute cette économie, on va dire, souterraine d'arrêter de fonctionner, ou c'est juste un effet de ça et que le principal but, c'était vraiment de couper la population de l'information et qu'elle ne puisse plus communiquer entre elles. Non, le principal but, c'était, je pense que le gouvernement s'en fiche un petit peu de Bitcoin, hein. Pour l'instant, c'est vraiment minime, parce qu'on parle d'entre 25 à peut-être 30-40%. Enfin, c'était 25% en 2023-2024. Aujourd'hui, on est peut-être autour de 30-40% de personnes qui détiennent des cryptos en général, pas forcément que du Bitcoin ou que du stablecoin, mais des cryptos. Mais bon, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que c'est vraiment des gens qui utilisent Bitcoin au jour le jour, ou est-ce que c'est juste des gens qui en ont sur une plateforme d'échange ou autre? Ça peut un peu vouloir tout et rien dire. Donc, même avec 40% de la population qui détient des cryptos, c'est pas forcément la majeure partie de leur fonds. C'est pas non plus la majeure partie de leur utilisation. Donc, je pense que comment dire, le but premier, c'est vraiment de couper les gens de l'information et de les empêcher d'envoyer des vidéos de ce qui se passe réellement sur le Mhm. terrain à des journalistes, à des médias étrangers, etc. Même s'il y en a quelques-unes qui fuitent parce que certains ont accès à l'internet via comment ça s'appelle via Starlink par exemple, donc Starlink, ouais. via une connexion satellite. Donc, euh, donc voilà, c'est le but premier, c'est vraiment de couper sa population de l'information. Et le fait est que, en plus de ça, ça coupe les gens de leur accès à Bitcoin et à leur monnaie incensurable. Et est-ce que, avant de repartir sur les témoignages en fait que j'avais vus, je voulais qu'on les reparcourt ensemble. Mais avant ça, il y a une question qui me vient en tête. C'est parce qu'il y a d'autres outils aussi sur Bitcoin et je sais que tu les couvres dans Offchain Media. C'est tout ce qui est BitChat ou peut-être même Nostr ou ces outils qui permettent aussi d'avoir une plus grande décentralisation sur autre chose que la monnaie. Est-ce que tu sais si les gens les utilisent en ce moment là-bas et puis notamment tout ce qui tourne autour des réseaux mesh notamment? Je j'ai pas forcément d'informations particulières sur ça, mais je sais que c'est plus ou moins utilisé. Le problème de ça, c'est qu'en fait, faut comprendre aussi l'environnement social dans lequel l'Iran évolue et dans lequel ils sont actuellement. C'est-à-dire que c'est vraiment un environnement un peu similaire à ce qu'on avait à l'époque de l'URSS, à l'époque où en fait chaque personne peut être potentiellement un ennemi ou en tout cas quelqu'un qui va donner des informations qu'il ne faut pas aux mauvaises personnes. Et donc il vaut mieux éviter de divulguer trop de soi. Par exemple, de nombreuses personnes qui avaient un satellite, enfin une antenne Starlink, se sont fait arrêter et qui risquent potentiellement la peine de mort juste parce que ils avaient une antenne et qui permettait à leurs voisins d'utiliser leur réseau internet. Et donc c'est la même chose c'est la même chose pour Bitcoin, c'est la même chose pour plein de choses. Donc vu que les réseaux mesh fonctionnent de la même manière voilà, avec un réseau d'antennes un peu par-ci par-là, c'est quelque chose d'assez niche et assez compliqué à mettre en place dans un contexte social et psychologique de répression et de méfiance même de ses voisins, même de sa famille, parce que même si on donne une information à sa famille, à un proche, on peut jamais vraiment être sûr que cette personne aussi va garder le secret ou va pas le dire aussi à une personne qui elle est mal intentionnée. Euh, donc c'est assez complexe de mettre en place des réseaux mesh dans un tel contexte, surtout dans l'urgence. Et c'est peut-être quelque chose qui devrait être mis en avant en amont. Et c'est aussi ce que je disais dans un article sur le sujet, je crois que j'ai publié il y a un ou deux jours, sur l'Iran justement, où je disais en fait que même si Bitcoin aujourd'hui ne permet pas de réagir dans l'urgence et de devenir un outil de résilience et de résistance à la censure dans un contexte d'urgence, c'est un outil qu'il faut adopter en amont parce que l'adopter, Mm. c'est aussi enlever du pouvoir monétaire et du pouvoir de coercition des États. Et c'est une protection en amont qu'il faut mettre en place en amont. Donc, juste d'adopter Bitcoin pour enlever du pouvoir justement budgétaire de financement des guerres des États, mais aussi de mettre en place potentiellement un réseau mesh ou alors une antenne Starlink ou un autre concurrent de Starlink. C'est vraiment en fait, il faut vraiment pouvoir se préparer, en fait. Mm. Mais malheureusement, la population iranienne n'était pas vraiment préparée parce que aussi c'est quelque chose
à mettre en place qui coûte assez cher. Et quand ça fait 50 ans que l'économie baisse, qu'il y a beaucoup de chômage, que la monnaie perd beaucoup de sa valeur, c'est assez complexe d'avoir les fonds pour pouvoir mettre ce genre de choses en place. Et puis surtout, bon moi ça me fait penser à notre situation, on va dire en Europe. Enfin, je dirais pas qu'en Iran tout allait bien, donc ils pouvaient pas se douter que on allait passer à un cap tel que celui-ci. Mais souvent on se dit bon, on a le temps en fait de le faire. Et que bah ils vont pas arriver jusque là. Justement, je te disais hors caméra que dans ton dossier, il y a quelqu'un justement dans des témoignages que tu as récoltés qui disait ils vont pas aller jusqu'à couper Internet quand même, c'est un peu trop. Donc on n'imagine pas jusqu'où un régime qui se sent acculé peut aller quoi. Oui, c'est sûr. Et puis la personne en question parlait, je sais pas si elle parlait vraiment d'une coupure d'internet simple ou est-ce qu'elle parlait d'une coupure d'internet prolongée, parce qu'en 2022, internet avait été coupé pendant seulement, avec des grosses guillemets, 3 jours. Mais là actuellement, ça fait plus d'une semaine. Je crois qu'on atteint les 10 jours presque de pardon de coupure d'internet. Donc en effet, c'est assez prolongé et on ne sait pas combien de temps est-ce que ça va continuer à durer. Euh, donc euh, donc oui, c'est comme je dis, oui, il faut se méfier en fait de l'État et enfin, en fait, c'est le but même de l'État. L'État, on lui donne le monopole de la violence volontairement parce que on veut qu'il nous protège. C'est voilà, avec son armée, avec sa police, potentiellement ses juges, etc. Mais il faut aussi que nous, on s'en protège. Parce que à partir du moment où on lui donne ce monopole de la violence, il peut utiliser cette violence contre nous. Et donc il faut qu'on puisse s'en protéger par Bitcoin, pas forcément physiquement. Voilà, certains vont être pro armes, etc. Peut-être pas forcément aller jusque là, mais au moins aller vers une protection bah, de nos moyens d'échange, de nos moyens de communication, qui est en fait l'essence même et la base et le socle en fait de la liberté, parce qu'à partir du moment, même si vous avez des armes par exemple, mais que vous n'avez pas de liberté d'expression, pas de liberté de communication, pas de liberté de transaction aussi, et ben vous ne pouvez pas faire grand chose à part bah, tuer le premier venu devant vous, et ce sera pas très productif. Donc vraiment le socle le plus important, c'est la liberté de transaction, de communication, d'expression aussi. Donc voilà. Je suis tout à fait d'accord et c'est justement ça bah, qui fait pour moi l'essence de Bitcoin, c'est qu'il permet justement d'avoir, en tout cas de récupérer une partie de cette liberté. Et puis même on peut étendre aussi à la liberté d'expression parce que aujourd'hui, choisir comment on dépense son argent, choisir comment on l'épargne, c'est une façon aussi de s'exprimer et d'envoyer un message clair sur nos convictions. Donc utiliser Bitcoin tant qu'on le peut, en tout cas, c'est une façon de bah, d'exprimer sa liberté, de récupérer un peu de souveraineté individuelle. Du coup, on va revenir sur l'article enfin après 35 minutes d'interview. Moi, la première question que j'ai, je vais le réafficher d'ailleurs, c'est comment tu as fait pour collecter les informations? Parce que tout à l'heure, tu le disais à juste titre, que bah, c'est un peu compliqué, tout le monde se méfie de tout le monde et puis on n'a pas envie de donner ces infos, surtout pas sur le fait qu'on détient un outil qui nous permet d'être souverain dans un régime tel que celui-ci. Comment tu as fait pour recueillir des informations? Eh ben, tout d'abord, j'ai commencé à contacter mon entourage, les quelques Iraniens que je connaissais, pour savoir s'ils connaissaient des Iraniens qui utilisaient Bitcoin. Malheureusement, le peu d'Iraniens que j'avais en contact, c'est-à-dire ma famille en fait, et puis essentiellement un ami avec qui j'étais à l'école, qui lui aussi est iranien, ne connaissait personne, ne connaissait aucun Bitcoiner, ou en tout cas enfin, n'avait entendu personne utiliser Bitcoin. Après, j'ai essayé de contacter un YouTuber, comment dire, peut-être le hacheur iranien comme dire, qui fait du contenu sur Bitcoin et qui parle pas forcément d'autres cryptos, mais qui se focalise sur Bitcoin en Iran. J'essaie de le contacter, on a échangé quelques emails. Euh, mais malheureusement, ça n'a pas été très très productif parce que bah, son point de vue, puisqu'il était récemment aussi
parti d'Iran, je crois qu'il vit en Europe, si je me trompe pas. Et donc son point de vue était pas forcément le plus utile pour pour le rapport, puisqu'il n'était plus sur place. Et il m'a conseillé d'aller dans certains groupes Telegram pour poser des questions. Et j'ai envoyé des messages un peu dans tous les groupes Telegram, puisque c'est l'un des réseaux sociaux qui est le plus utilisé en Iran, surtout par les bitcoiners. Euh, voilà, j'ai envoyé plein de messages dans différents groupes, euh, demandant si certaines personnes étaient intéressées pour témoigner. Mais je me suis rapidement confronté en fait à pas mal de critiques. J'étais banni de plusieurs groupes, Ah oui. soit mes messages ont été supprimés, soit j'ai été complètement banni de certains autres groupes parce que justement il y a cette méfiance et beaucoup pensaient que je pouvais être potentiellement un membre du gouvernement qui en fait est juste à la recherche d'informations. Mais parmi les quelques personnes qui se sont quand même intéressées à ce que je disais et aux liens que j'envoyais, parce que j'envoyais des liens d'autres articles que j'avais fait déjà sur Bitcoin en français, etc., ont vu que bah, je n'étais pas forcément mal intentionné. Ou en tout cas, ont entamé une discussion avec moi, où on a beaucoup discuté, j'expliquais mes intentions, où est-ce que je voulais publier, puis je leur envoyais des choses que j'avais déjà faites avant ça, pour voilà, pour qu'ils me fassent confiance que non, je ne suis pas un membre du gouvernement qui veut leaker des informations. Et comme ça, j'ai pu bah, leur poser des questions. Et puis ça a pris beaucoup de temps aussi parce que au sein même de leur groupe, eux aussi ont eu beaucoup de discussions, beaucoup d'informations, enfin beaucoup de même de disputes entre eux. Mm. Certains voulaient m'aider et d'autres étaient pas vraiment pour. Et donc voilà, on a fait les choses de sorte à ce que les différents individus qui voulaient répondre n'étaient pas obligés de donner leur nom, voire même pas du Mm. tout obligés de témoigner, hein. Mais s'ils voulaient témoigner, ils pouvaient donner un nom, un pseudo ou autre. Donc certains sont des personnalités plus ou moins connues, qui ont un pseudonyme qui est assez connu sur les réseaux sociaux, d'autres non. Et donc j'ai récolté comme ça plusieurs témoignages et j'ai fait le choix, à part pour une personne qui elle était vraiment exposée sous son pseudonyme, c'est Stupid Risks, dont Mm. je parle plutôt plus bas dans Ouais, plus l'article. bas dans l'article, Euh, ouais. ouais, mais j'ai fait le choix que de masquer les noms, les pseudos de tous les autres, même ceux qui avaient quand même donné un pseudo, simplement par un peu méfiance moi-même des retombées que ça pouvait avoir parce que voilà, les pseudos ne sont pas des comment dire, les pseudos ne sont pas parfaits et bah, si on utilise un pseudo pour un compte Twitter, un compte Telegram ou autre, Ouais, on on peut peut. facilement potentiellement remonter à l'identité et donc je ne voulais pas être à l'origine de potentiellement des retombées sur quelqu'un que je connais pas ou peu. Et donc j'ai fait le choix de, bah, comme j'explique dans le préambule de l'article, de changer de manière aléatoire par les noms les plus communs, euh, Ouais, indépendamment du surtout. sexe de chacun, où Mm. j'ai donné des noms féminins, des témoignages d'hommes, Masculin. etc. Mm. Voilà, vraiment pour être sûr qu'il n'y ait pas de possibilité de remonter aux personnes, jusqu'aux personnes qui ont Ouais, témoigné. ouais, c'est ce que tu expliques ici. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est déjà très bien. Bah, en tout cas, tu as eu quand même quelques personnes qui ont décidé de t'aider. Et j'imagine que ça n'a pas été facile pour elles parce que du coup, effectivement, ne te connaissant pas, elles prenaient des risques. Mais aussi, ça permet de contribuer au récit Bitcoin. Donc, bah, c'est un acte de courage qu'on ne peut que saluer. Et du coup, justement, je voulais revenir sur les témoignages des personnes. Il y a beaucoup de données intéressantes dans l'article et j'imagine qu'elles sont il n'est pas très vieux, donc elles sont encore à peu près correctes aujourd'hui. Mais ce qui est le plus marquant, en fait, je trouve, ce sont les témoignages des personnes qui expliquent dans quelles conditions elles utilisent Bitcoin et pourquoi faire. Attends, je crois que c'est ici. Tac, tac, tac. Voilà, ici. Donc ici, on voit quelques témoignages. Donc ça permet aussi de mettre en perspective parce que souvent, euh, moi j'ai déjà discuté avec des personnes qui disent mais Bitcoin ça sert à rien. Moi si je veux faire un virement, enfin, ça va. Enfin il y a tous les moyens de paiement qui sont fonctionnels ici. Donc vraiment Bitcoin c'est juste pour spéculer, pour en avoir dans mon portefeuille, c'est tout. Donc moi j'aime bien mettre en avant comme ça ces témoignages d'autres personnes qui utilisent Bitcoin dans la vie de tous les jours pour d'autres sujets. Donc ici, on peut lire, oui,
Bitcoin a également eu un impact sur la vie de mes proches. L'ascension du gouvernement a diminué la qualité de notre vie. Donc également là aussi on a des témoignages sur des personnes qui parlent des sanctions, donc qui contraint les gens à effectuer des paiements en utilisant les crypto-monnaies. Donc dans les voilà sur les interdictions de certains produits, donc, principalement je l'utilise pour acheter des logiciels et transférer de l'argent. Donc c'est vraiment on va dire des usages au quotidien. Et Ouais, du parce coup que toi, dans le tas, il y a certaines personnes qui sont, par exemple, qui travaillent avec des personnes à l'étranger, par exemple, qui font du code ou du développement de sites internet ou d'autres, qui donc se font payer à distance par des gens qui vivent en dehors de l'Iran en crypto en général. Et il y a différents services qui sont accessibles que par des paiements en crypto-monnaie, comme les VPN, certains mhm. services de musique où ils achètent des cartes prépayées et ensuite ils peuvent payer un abonnement, par exemple Spotify ou autre, euh, auquel ils ne pourraient pas avoir accès s'ils n'utilisaient pas de crypto-monnaie. Sachant qu'il me semble que dans l'article, tu indiquais que Spotify est limité ou voire interdit aussi. C'est ça. Oui, oui. Voilà. Il y a À de ce nombreux moment-là, réseaux sociaux aussi. Par exemple, c'est Instagram qui est assez libre. En fait, tout ce qui est l'écosystème Facebook est aussi interdit interdit. euh, et inutilisable. Donc du coup, même quand il y a Internet, Bitcoin ou même d'autres crypto-monnaies, ça sert aussi pour pouvoir accéder à vraiment tout Internet. Parce que du coup, il y a Internet, mais il y a des parties d'Internet qui sont inaccessibles. Ça, en fait, il y a deux, en gros, il y a deux internets en Iran. Il y a l'internet qui est géré par le gouvernement, et puis il y a l'internet global qui, lui, n'est utilisable que via un VPN. Mhm, Donc là, ce qui est dans les témoignages, ils expliquent bien que le principal achat qu'ils font, c'est l'achat de VPN avec des cryptos, de l'USDT ou du Bitcoin ou peu importe quoi, pour pouvoir justement avoir accès à ces services qui sont interdits donc sur l'internet iranien. Et donc, tout ce qui est justement Instagram, Spotify, etc., sont accessibles grâce à ces VPN. tout à fait. Et il y a une phrase ici que j'ai trouvée très forte. Donc c'est Mohamed qui dit Bitcoin a une dimension beaucoup plus politique qu'économique, sociale ou culturelle en Iran. Les gens l'utilisent principalement pour s'opposer au gouvernement. Donc ça rejoint le point qu'on évoquait tout à l'heure du fait que Bitcoin c'est une façon de dire non aussi. Oui, complètement. C'est vraiment en fait, c'est un outil de défiance et de défense face au gouvernement. Pas que, en fait, souvent on parle de la souveraineté, de rester comment dire, souverain et indépendant de l'ingérence de l'État. Mais en fait, c'est même plus profond que ça, parce que quand on utilise l'euro, par exemple, cet argument, j'utilise beaucoup pour des bitcoiners qui refuseraient, par exemple, d'utiliser Bitcoin pour payer en BTC. Et je leur explique qu'en fait, quand vous avez des euros et que vous les dépensez, indirectement, vous donnez de la valeur à ces euros. En fait, vous allez tout simplement envoyer un message au marché de j'ai confiance en cette monnaie, et le commerçant il a confiance en cette monnaie pour effectuer cette échange. Et donc en donnant de la valeur en fait à l'euro, à cette monnaie, dans un sens, vous allez aussi financer la politique de l'État. Donc ça va être financer son déficit, ça va être financer les potentielles guerres qu'il peut mettre en place, la potentielle coercition qui va mettre en place. Par exemple, une grosse partie du budget du gouvernement iranien part dans la défense, dans les services militaires, etc. Mais assez peu pour aider la population. Et donc voilà, donc en utilisant cette monnaie, vous allez indirectement financer les activités du gouvernement qui sont en grande partie selon voilà un certain degré de coercition. Mais quand vous utilisez vos euros pour acheter du Bitcoin et ensuite vous dépensez vos Bitcoins, donc ce qu'on appelle le spend and replace, donc payer en Bitcoin et remplacer avec les euros, ben en fait vous allez faire un échange, vous allez échanger vos euros contre du Bitcoin, donc vous allez envoyer un autre message au marché qui est je ne veux pas de ces euros, je veux du Bitcoin, je valorise plus les Bitcoins que les euros. Et ensuite en les déplaçant, en les dépensant, c'est là que vous allez avoir un effet de comment dire, vous allez envoyer aussi le message que vous voulez valoriser le Bitcoin comme un actif d'échange, comme une monnaie d'échange, euh, qui va créer ensuite une économie parallèle et circulaire, etc. Mais il faut bien garder en tête que quand vous utilisez des euros, vous financez quelque part la politique du gouvernement.
Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je fais partie de la branche qui milite pour que Bitcoin soit utilisé comme monnaie. D'ailleurs, c'est le travail que je fais auprès des commerçants pour leur dire, il faut que vous aussi vous proposiez Bitcoin comme moyen de paiement et que je vois pas pourquoi un restaurateur qui accepte les tickets restaurants n'accepterait pas Bitcoin, sachant qu'il y a des gens qui en ont et qui veulent payer avec. Mais effectivement, l'autre pan de ça, c'est aussi que les gens, on va dire, jouent le jeu entre guillemets et qu'ils aillent payer en Bitcoin parce que le commerçant, s'il voit personne qui veut payer de cette façon, il serait pas incentivé à le à le proposer. Et puis surtout, en fait, pour moi, l'aspect réserve de valeur euh, va de pair avec l'utilisation comme moyen de paiement. Parce que l'idée, c'est pas de conserver à un moment donné, si les gens se disent, on peut pas l'utiliser pour acheter quoi que ce soit, eh bien, en fait, le côté réserve de valeur peut s'effriter aussi. Et souvent, ça m'a fait penser à quelque chose. Je voulais le partager avec toi pour voir ce que tu en penses. Je me dis, si aujourd'hui on parle de Bitcoin en tant que réserve de valeur, ou même qu'on parle de Bitcoin, c'est parce que il y a eu des Laszlo en fait qui ont acheté des pizzas avec 10 000 Bitcoins. C'est parce qu'il y a eu Silk Road en fait qui permettait d'acheter des choses avec Bitcoin que Bitcoin est sorti du bois. C'est pas parce que les gens l'ont acheté et conservé que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est parce que les gens l'ont utilisé pour s'échanger des biens et services. Oui, totalement, c'est ce qui donne la valeur enfin, en fait, quand on fait un échange, que ce soit une vente pour de l'euro ou un échange chez un commerçant, c'est ça qui va donner de la valeur au Bitcoin. S'il n'est pas échangé, il n'a plus de valeur. S'il reste statique, il n'a plus de valeur. Donc complètement, puis c'est ça. Enfin, c'est le but principal, là, c'est d'en faire une monnaie. Si je rejoins un peu, c'est Jack Dorsey qui disait ça, qui disait que si Bitcoin devient juste un actif de réserve, Bitcoin a échoué. Parce que sur le long terme, s'il devient qu'un actif de réserve et qu'il n'est que thésaurisé et pas utilisé pour faire des échanges, et ben derrière, c'est son réseau, c'est son activité potentiellement qui peut mourir. Et tout simplement, le prix de l'actif, la valeur de l'actif aussi diminue. Et donc, il perd aussi son statut de réserve de valeur. Sachant que réserve de valeur et moyen d'échange sont deux choses qui vont de pair et Mhm. qui, avant la création de la monnaie fiduciaire en 1971, étaient indissociables. C'est-à-dire que la monnaie, le dollar, était backé par de l'or. Et donc l'or, en fait, avait ce rôle à la fois de monétaire et de réserve de valeur. Et depuis la fin de l'étalon or, on a toujours l'or, qui est toujours cette réserve de valeur, mais qui a perdu ce statut de moyen d'échange, qui a été redonné au dollar. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu vraiment cette scission entre les deux. Mais c'est une anomalie à l'échelle de l'humanité. C'est une histoire de, voilà, on est dans un gap de 50 ans. Potentiellement, ça va durer encore 50 ans. Donc un gap de 100 ans où ces deux choses sont dissociées, alors qu'en réalité, elles sont indissociables. C'est clair. Parce que du coup, ça, on va dire, cette dissociation, elle oblige parce qu'on se dit, je travaille, je conserve la valeur de mon travail dans quelque chose, mais je suis obligé d'aller chercher autre chose parce que le médium dans lequel je conserve la valeur de mon travail, il est inefficace, donc c'est-à-dire la monnaie fiduciaire. Donc je suis toujours obligé d'aller chercher autre chose qui va pouvoir conserver la valeur parce qu'on a enlevé le côté réserve de valeur de la monnaie, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai fait un article sur le sujet sur mon site qui adresse exactement ça, voilà, pour ceux que ça intéresse. Ouais, je mettrai le lien en description. Du coup, juste pour continuer un peu sur les sur les témoignages, il y a celui-là aussi que j'ai trouvé assez intéressant. C'est une seule phrase, mais pour moi, ça résume tout. Il a dit, j'ai utilisé le Bitcoin dans un fast-food chez le dentiste et il me sert aussi de réserve de valeur. Donc, ça veut dire que on n'est pas obligé d'être dans des usages exclusifs. Donc, on peut l'utiliser dans les deux cas. C'est ce qui fait aussi la beauté de Bitcoin parce qu'il permet les deux, contrairement aux monnaies fiduciaires. Donc ça c'est cool et puis voilà et puis un petit clin d'œil au Lightning Network voilà il y a beaucoup de magasins qui acceptent le Bitcoin et certains même qui reçoivent leur salaire donc vraiment super étude. Je vais le mettre aussi en description parce que je pense que c'est intéressant de lire ça. Ça permet aussi de mettre en perspective notre propre vision de Bitcoin quoi. Merci. Donc on arrive un peu sur la fin de l'épisode.
Si tu devais réécrire cette étude aujourd'hui, en 2025, quels seraient les changements que tu y apporterais? Qu'est-ce que tu apporterais comme, de nouveau comme perspective? Tu peux aussi répondre rien. Non, je pense que je parlerai davantage d'internet, euh, puisque forcément c'est le gros sujet actuellement. Mais si je devrais refaire quelque chose sur l'Iran, ce serait plus quelque chose en vidéo où j'aimerais potentiellement y retourner et puis filmer ce qui se passe là-bas, puis montrer réellement la vie sur place et comment on peut utiliser Bitcoin au quotidien, même si c'est assez complexe. J'avais déjà réfléchi à le faire l'année dernière, mais il y a toujours cette complexité de vie privée. Et puis, si on filme, en fait, on expose aussi pas mal de personnes. Euh, mais oui, si c'était à l'écrit, je parlerais souvent plus d'Internet et du risque d'Internet que je trouve quand je l'ai écrit, quand j'ai écrit ce rapport, c'est je l'ai un petit peu passé vite et je l'ai sous-estimé ce problème-là. Donc ouais, ce serait sûrement ça que j'ajouterais. Quand tu parles de reportage filmé, ce serait un peu comme ce que tu as fait au Salvador. Ça aussi, j'ai regardé ce que le reportage que tu as fait. Je crois que je l'ai regardé 2 fois. Oui, ok. Merci. Il y a au moins deux débuts qui viennent de toi, c'est cool. Voilà, c'est ça. Je l'ai regardé 2 fois. Ce qui est super intéressant, en fait, la perspective. Je trouve que effectivement, l'écrit c'est bien, mais le côté reportage vidéo vraiment concret et puis les témoignages des gens et tout ça, c'était vraiment top. Donc, dans l'idée, ce serait de faire quelque chose comme ça, peut-être si les moyens le permettent. Déjà une grosse critique que je fais à mon documentaire, c'est que je montre pas assez la vie là-bas, je montre pas assez ce qui se passe vraiment. C'est beaucoup de témoignages et puis de face cam où j'explique ce qui se passe, mais ça manque d'images du terrain. Et donc je ferai plus quelque chose peut-être sous forme de vlog, mi-vlog, mi-documentaire, ou voilà, pour montrer vraiment plus du terrain et plus de ce qui s'y passe. Ok, super. En tout cas, j'espère que tu pourras le faire parce qu'effectivement, je trouve que c'est intéressant d'avoir toutes ces documentations. Déjà pour se forger sa propre conviction parce qu'on est toujours en train d'apprendre sur Bitcoin et le fait d'avoir une vision de ce que les autres font, je trouve que c'est intéressant. Ça permet d'élargir son horizon et aller plus loin que sa propre vision, mais aussi en fait surtout pour les personnes qui parlent de Bitcoin ouvertement, même sur les réseaux, etc., de se dire bah oui effectivement je parle d'un objet qui est vraiment très très important parce que ça permet d'avoir de la liberté, ça permet voilà de donner à des personnes des sources d'espoir. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce type de retour. Et d'ailleurs c'est pour ça que moi à titre personnel j'organise justement, j'en profite pour en parler sur la fin de l'interview, le sommet francophone Bitcoin justement pour donner un peu de visibilité à ce que les gens font de Bitcoin et voir ce qu'on en fait dans la sphère francophone tout simplement, qui est quand même un large territoire avec des millions de personnes, voir ce que tous ces gens font de Bitcoin. Merci Marius pour ta disponibilité, pour toutes les informations que tu as partagées. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as un message ou quelque chose que tu veux dire, ou on va dire rediriger vers tes réseaux, ou comment on peut te suivre, suivre ton travail, vas-y, le micro est à toi. Avant tout, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, c'est important pour moi d'en parler à plus de monde. C'est un sujet qui me touche beaucoup, donc moi je suis toujours content d'en parler. Sinon, pour un message de fin, je dirais juste le même que je dis à chaque fois de rester curieux, c'est-à-dire que j'ai donné plein d'informations comme tu dis dans cette interview, mais j'encourage tout le monde à mettre en doute ce que j'ai dit et à vérifier par eux-mêmes que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur l'Iran ou autre. Forcément, j'ai pu me tromper ou être imprécis sur certains points. Donc, n'hésitez pas à faire vos propres recherches et à debunk les bêtises que j'ai pu dire. Mais en général, rester curieux dans la vie de tous les jours, c'est pour moi le plus important. Et je pense que si tout le monde était suffisamment curieux, potentiellement qu'on n'en serait pas là justement à parler de sujets comme ça, puisque je pense que l'humanité se porterait mieux ou en tout cas utiliserait les bons outils pour se protéger de certaines dérives qui sont en place et qui continuent de détruire la vie de milliers, voire millions de gens autour du monde. Donc voilà, pour résumer, restez curieux.
Don't trust, verify. Merci, Maris. Exactement. Merci à toi.